Alors, je vais me faire l'avocat du diable chinois. Voilà, après tout ça, ce qui n'est pas facile. Voilà. Moi, il y a un proverbe africain que j'adore, que j'aime beaucoup et qui est toujours d'actualité, qui dit « Ne te laisse pas lécher par qui peut t'avaler ». Un proverbe burkinabé. Et je pense que c'est tout à fait d'actualité parce que depuis des centaines d'années, l'Afrique se fait tout avaler, tout aspirer, ses matières grises, ses matières premières, ses capitaux. Donc depuis un certain temps et sans contrepartie, même si ça commence à changer, et c'est là où notre approche, notre vision des nouvelles routes de la soie est un peu différente. Et il faut être honnête, quand on voit le rôle de la France dans ce pillage systématique qui a été mis en place en Afrique, on ne peut qu'avoir honte de notre pays et de se réveiller contre cette politique qui a été menée. Alors on peut penser ce qu'on veut du gouvernement italien, vous savez, la coalition Ligue et Mouvement 5 étoiles, mais ils ont mis les pieds dans le plat, vous l'avez vu la semaine dernière, puisqu'ils sont allés voir l'Union européenne pour que l'Union européenne intervienne contre le processus de colonisation de l'Afrique par la France. Donc, ce qui est quand même très très fort. Hein. Donc ça fait tout un débat, l'ambassadrice a été reçue directement au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Et une des ministres a utilisé un exemple que j'avais utilisé d'ailleurs lors de la présentation du rapport du dossier sur les routes de la soie à Paris. Elle disait... Les 3/4 des ampoules qu'on utilise dans cette salle, ici, là, actuellement, viennent de l'uranium du Niger. Or, au Niger, à peine 12% de la population a accès à l'électricité. Donc ça, c'est pas une politique gagnant-gagnant, ce que justement la Chine essaye de mettre en place petit à petit en Afrique. Donc, avant de vous présenter le rapport, je voulais quand même faire un point sur la situation mondiale, parce qu'il faut faire face quand même à une réalité. On est face à un effondrement du système monétaire et financier occidental. On est face à un grand danger dans le monde et c'est un système de financiarisation, de spéculation, de pillage qui s'est mis en place depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971 et qui aujourd'hui peut conduire notre monde à la guerre. Souvent des guerres commerciales, on voit partout des déstabilisations qui sont en place, des pays qui sont rayés de la carte du jour au lendemain, comme la Libye, on a essayé en Syrie et partout. Tout ça crée un contexte très dangereux dans le cadre de l'effondrement du système financier. Et cette doctrine qui avait été mise en place dans les années 70, ça s'appelait le consensus de Washington, qui consistait tout simplement à désindustrialiser les États-Unis, désindustrialiser l'Europe, pour aller exploiter la main-d'œuvre en Chine, justement, qu'on a exploité, mais massivement, les enfants, encore, on le sait aujourd'hui, tout en continuant à piller les matières premières en Afrique et ailleurs. Donc c'était une politique de désindustrialisation ici et de pillage systématique à l'échelle globale. Donc regardons la poutre qui est dans notre œil, comme dirait le fameux proverbe, avant d'aller attaquer la paille qui est dans l'œil du voisin. Donc les coups d'État en Afrique, en Amérique latine et même en Inde, rappelez-vous, l'assassinat d'Indira Gandhi en 1984 qui a mis fin au mouvement des non-alignés, qui justement à l'époque se basait pour l'industrialisation des pays du Sud. Ce rêve a été avorté, si je peux dire. Mais ce rêve aujourd'hui redevient une réalité grâce à l'initiative Une ceinture, une route et au-delà. Alors sur la faillite du système financier, vous me direz rhétorique, peut-être. Je vous ai apporté une citation d'un article des Échos, journal ô combien important en France, et sérieux, avec des grands économistes, qui s'appelle « La crise de 2009, celle qui ridiculisera toutes les autres ». Et dans cet article, ils disent « La prochaine crise pourrait être un véritable tsunami. Le ciel s'obscurcit, l'horizon se rétrécit, les premières gouttes arrivent. La prochaine crise sera probablement plus un typhon dévastateur qu'une averse passagère de printemps. Et contrairement à la crise de 2008, nous n'avons plus d'amortisseurs pour encaisser le choc. » Donc le poids de la dette au niveau mondial, c'est 174 000 milliards de dollars. Ça n'a plus aucun sens. La spéculation a atteint des sommes astronomiques, c'est 225 fois le PIB. Et pour compenser donc tous ces jeux spéculatifs, on a fait fonctionner la planche à billets, on a renfloué les banques au détriment des citoyens. Donc on a imposé toujours plus de prélèvements. La France est même championne du monde des pays de l'OCDE avec 48% de taux de prélèvement. C'est 34% dans la zone OCDE. Donc on a taxé les gens, on les a ubérisés, on les a précarisés. C'est-à-dire que la politique qu'on a fait subir aux pays du Sud, on est en train de se l'infliger à nous-mêmes aujourd'hui. Donc 87% des emplois créés sont des CDD depuis la crise, donc 80% de moins d'un mois. Imaginez la situation. Donc le système dans lequel on vit aujourd'hui en Occident, il est terminé. Ce qui conduit les gens d'ailleurs à se révolter, si vous voyez de quoi je veux parler, qui a la couleur jaune. Voilà. Donc l'image, pour moi, de l'Afrique,
du futur, c'est celle-là. C'est la photo numéro 1. Vous voyez donc le sommet du FOCAC qui a eu lieu à Beijing en septembre et qui a réuni la quasi-totalité des chefs d'État africains. Je crois qu'il en manquait qu'un seul, un seul ou deux. Ils étaient tous là, c'est du jamais vu. Voilà. Donc dans le cadre d'un partenariat justement de co-développement, voilà, j'insiste sur le terme. Et donc loin de moi l'idée de dire que partout où la Chine est en Afrique, c'est le paradis. Faudrait quand même se voiler la face, exactement. Mais c'est vrai que les dictateurs qui ont été mis en place par l'Occident depuis les années 70 ont pris de très mauvaises habitudes et ont plus tendance à remplir des valises que l'assiette de leur population. Et donc ça, c'est aussi tout un héritage dans lequel arrivent les Chinois, ce qui n'est pas simple. Et certaines entreprises privées chinoises, il faut l'avouer, se la jouent à l'américaine, se la jouent à la française, jouent dans le cercle de la corruption parce que ce qu'on appelle, c'est des États faillis. Il y a des États qui sont totalement faillis. Donc voilà, et il y a 10 000 entreprises, si on peut passer le suivant, 10 000 entreprises chinoises qui sont en Chine. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite tous à lire. C'est la danse des lions et des dragons. Donc c'est le rapport McKinsey qui a été publié il y a 2 ans maintenant, en 2017, et donc qui met KO tous les préjugés qu'on a en Occident sur la politique de la Chine en Afrique. C'est vraiment tous les préjugés, les postulats, les axiomes qu'on peut avoir sont vraiment démontés, point par point, pour montrer ce que fait réellement la Chine en Afrique. Il y a 10 000 entreprises, point suivant, le slide suivant. Donc, premier partenaire, on l'a vu, commercial, premier financier en termes d'infrastructure. Et sur ces 10 000 entreprises, ils ont fait une étude justement sur 1000 d'entre elles qui embauchent déjà aujourd'hui. En fait, il y a plus de 300 000 Africains qui sont embauchés. Slide suivant. Et ce que montre ce rapport, c'est que contrairement aux préjugés où la Chine viendrait se servir en Afrique, c'est vrai dans certains endroits, mais c'est pas vrai partout et il faut se concentrer sur ce qui est positif. 89% des employés dans les entreprises chinoises qui ont été étudiées, donc 1000 entreprises chinoises sur les 10 000, embauchent 89% d'employés africains, dont 64% qui ont une formation professionnelle. Je ne prendrai que comme exemple, et si on a 5 minutes après, j'ai une super vidéo de 4 minutes qui montre la construction du train en Kenya. Sur le projet du train entre Nairobi et Mombasa, les Chinois ont formé 46 000 personnes, 46 000 Kenyans, qui aujourd'hui sont en train de réaliser la continuation de ce chemin de fer. Donc c'était quelque chose de très positif. Donc je vous invite vraiment à lire ce rapport. Il est en anglais, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de la reine Elisabeth, j'ai fait un résumé en français. Donc ceux que ça intéresse, vous mettez votre mail et on vous l'enverra pour avoir les chiffres. Vous aurez vraiment tous les chiffres. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'Afrique, la Chine de demain ? C'est pas de dire l'Afrique va se développer grâce à la Chine. C'est pas du tout ça. Mais il faut regarder quelque chose. En 20 ans, la Chine a sorti 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Vous avez mentionné 736 millions de personnes de pauvreté en Afrique actuelle. Il y a 2 semaines, l'ONU, les Nations Unies, ont reconnu le modèle de développement pour sortir les gens de l'extrême pauvreté en Chine comme un modèle pour le monde. C'est officiel. Il y a eu toute une cérémonie pour reconnaître ça. Et c'est un modèle qui peut être utilisé en Afrique pour les Africains et par les Africains. Pas forcément un modèle que la Chine va venir imposer. Donc, mais rentrons dans le vif du sujet. Suivant. Voilà. Ça, c'est voir l'Afrique avec les yeux du futur. Sauter l'a mentionné rapidement. C'est le projet africain. C'est pas un projet chinois. C'est le projet de l'Union africaine. L'Union africaine qui est l'union de tous les États africains, qui s'appelle l'Agenda 2063 et qui a pour but de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. C'est une des parties du projet. Il y a évidemment la question énergétique, la question de l'eau, qui rentre en gros dans ce projet. Or, qui aujourd'hui aide à avancer dans ce projet ? C'est la Chine, je ne vous le cache pas, d'où la coopération, le co-développement qui se met en place entre la Chine et l'Union africaine dans ce cadre-là, État par État, soit en bilatéral, soit dans des sous-régions. Que vous voir ici. Donc, suivant. Donc, Sauter l'a mentionné. Alors ça, c'est un des projets qui nous tient beaucoup à cœur, puisque c'est l'Afrique francophone, si on exclut le Ghana, évidemment. Donc, c'est le transsahélien Nouakchott-N'Djamena. Donc ça, c'est un projet de désenclavement complet par le chemin de fer qui n'a jamais été fait par la France. Jamais on a construit des trains dans cette région. Et je vais même vous dire quelque chose, c'est qu'on les a même combattus, ces projets. En 1999, Michel Rocard et une entreprise africaine proposent de faire la boucle ferroviaire entre Abidjan et Lomé.
Le projet est en étude de faisabilité. Monsieur Bolloré, avec ses amis dictateurs sur place, rachète toutes les concessions du projet. Le projet n'a jamais été réalisé depuis 1999. Jamais. Pas une seule. Enfin, il a fait des petits trucs ici ou là, mais enfin, rien n'a été fait. Voilà. Donc aujourd'hui, monsieur Bolloré s'est fait virer du Niger, s'est fait virer du Bénin. Et avec qui négocie ces pays-là? C'est la Chine. Justement, parce que la Chine est prête à travailler sur le développement de ces infrastructures. Et actuellement, je viens de lire une étude de faisabilité qui est faite sur le Dakar-Bamako, donc qui est en train d'être étudiée pour faire un chemin de fer à grande vitesse entre Dakar et Bamako. Donc qui est discuté pour l'instant voilà, avec différents acteurs, d'ailleurs qui ne sont pas que chinois, faut être honnête. Donc ça, c'est un premier projet qui donne à voir l'Afrique avec les yeux du futur, c'est-à-dire que ça, c'est le programme de l'Afrique et dans lequel la Chine va aider. D'autres pays peuvent aider. On a vu la France qui a fait un TGV au Maroc, par exemple, il n'y a pas longtemps. Donc ça peut être un partenariat entre la France, la Chine, d'autres pays. Suivant. Voilà. Alors, un cas qui m'intéresse, qui est très intéressant aujourd'hui, j'ai rencontré, pas plus tard qu'hier matin, des conseillers du nouveau président de la RDC, sur lequel je ne porterai pas de jugement personnel. Mais en tout cas, on leur a proposé avec l'Institut Schiller ce projet, qui est un projet d'une centaine de pages, qui existe en français, qui est disponible pour ceux que ça intéresse, qui est la réalisation d'un chemin de fer transcontinental. Donc ça a déjà commencé en Afrique de l'Est, puisque vous savez que le Mombasa-Nairobi a été déjà créé. Il va se prolonger jusqu'en Ouganda, rejoindre Kigali au Rwanda. Tout ça est en train d'être mis en place petit à petit dans les 10 prochaines années. Et l'idée, c'est d'avoir, comme il a été fait aux États-Unis à une époque, comme il a été fait en Russie avec le transsibérien, un chemin de fer transcontinental dans le cadre de l'Union africaine, avec des partenaires de toutes sortes, pour faire cette boucle ferroviaire de 9000 km, 9500, on ne sait pas trop, ça dépend des trajets qui sont étudiés. Donc pour désenclaver complètement la RDC, parce que la RDC, c'est peut-être un des pires endroits sur cette planète. Je veux dire, c'est un pays qui a été pillé depuis toujours. Il y a 6 millions de morts dans des guerres qui sont liées aux matières premières depuis les années 90. Ça fait 25 ans que ça dure. C'est quelque chose qui est très peu connu. C'est-à-dire qu'on a une guerre qui crée 6 millions de morts au XXIe siècle, mais c'est comme si ça n'existait pas, quoi. C'est presque inconcevable, je dirais, de laisser faire ça aujourd'hui. Donc ça, c'est un des autres projets qui sont présentés dans ce rapport. Alors, dans ce rapport, il y en a énormément de projets. Là, je vous en présente que 2-3 pour vous donner un petit peu à voir la précision de ces projets-là et à quoi va ressembler l'Afrique dans le futur. Donc, la République démocratique du Congo, tu l'as mentionné, le barrage d'Inga. Ça, c'est pour produire 100 000 MW d'électricité. Il y a eu un accord qui a été signé donc, par l'ancien président. Donc, c'était en octobre dernier, avec un consortium chinois et un consortium espagnol, par exemple. C'est-à-dire que l'impact qu'a eu la Chine en allant faire des trains à grande vitesse au Kenya, au Nigeria, parce qu'il y a eu Addis Abeba, Djibouti, il y a eu Mombasa, Nairobi, il y a eu Abuja, Kaduna au Nigeria. Donc cette dynamique a fait que beaucoup d'autres acteurs, d'autres pays ont voulu venir développer et travailler sur ces projets de développement infrastructurel. C'est-à-dire que c'est plus un projet chinois, c'est plus un projet africain, c'est un projet global pour le continent africain, avec tous ceux qui veulent y participer. Donc le barrage d'Inga, c'est 14 milliards de dollars, donc c'est fait par des Espagnols. Ils sont en train de mettre en place les choses qui ont été faites. On verra si le nouveau président fera ce projet. Et le deuxième exemple, c'est le pont qui vient d'être réalisé. Alors non, ça c'est non, laisse comme ça. Non, mets le pont. Pardon. Ça c'est dans le rapport qu'on a publié, c'est une image que j'adore. Ça c'est le pont qui va relier Kinshasa à Brazzaville. Voilà, qui n'existe pas. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on dit la Chine vient développer l'Afrique. Mais en fait, ce pont-là, il a été pensé par Patrice Emery Lumumba, qui a été assassiné en janvier 1963, et chanté par Franklin Bukaka, pour ceux qui sont du Congo, qui est un grand chanteur congolais qui chantait Pont sur le Congo, en citant Lumumba, puisqu'à l'époque, il y avait cette politique très volontariste de développer des infrastructures. Les grands leaders panafricains de l'époque, ils veulent des barrages, ils veulent des chemins de fer, ils veulent des routes, ils veulent des ponts. C'est tout à fait logique. On a arrêté cette dynamique. Donc ça, c'est une très belle image. Donc ce sera réalisé un jour. Il y a des études qui sont en train d'être faites. Et le suivant, c'est un pont qui est déjà réalisé. Donc ça, c'est en Ouganda. Donc le président l'a inauguré justement en fin d'année dernière. Donc c'est le 5e plus grand pont d'Afrique, le plus long pont d'Afrique. Donc qui a été réalisé par le Japon et la Corée du Sud. Donc ça a été financé en particulier par ces pays-là. Et ce projet a embauché 90% d'Ougandais.
J'insiste sur cette question-là. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas amener ses salariés, comme on l'a entendu souvent. D'ailleurs, le rapport de McKinsey montre très bien que cette théorie où la Chine viendrait avec ses bagnards par centaines de milliers est totalement erronée. C'est pas du tout la réalité. Donc ça, c'est un projet qui vient d'être réalisé, qui fait partie du corridor nord pour relier justement le Kenya, toute la région des bassins des Grands Lacs et après la RDC pour vraiment mettre fin au chaos qui a régné depuis longtemps. Parce que le problème n'est pas la guerre du coltan, qui est un des facteurs, évidemment, les ressources. La guerre, c'est la vraie cause, c'est le sous-développement. Et à partir du moment où il y aura du développement dans ces régions-là, du travail pour les gens, de la formation pour les gens, ça révolutionne complètement la vie des gens sur place. C'est bien ça qu'il faut réaliser. Enfin, pour finir, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais un projet qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'ai été invité, donc l'Institut Schiller a été invité, et j'ai eu la chance d'y aller au Nigeria l'an dernier pour le lancement du projet Transaqua. Donc, un projet pour revitaliser le lac Tchad. Donc, le lac Tchad, c'est 30 millions de personnes qui sont en crise humanitaire et alimentaire. Avec le Yémen, c'est une des plus graves crises dans le monde. Et donc, ce projet que l'Institut Schiller avait proposé déjà dans les années 80, ça date pas d'hier, le gouvernement du Nigeria essaye de convaincre et a réussi à convaincre les dirigeants des pays limitrophes pour lancer le projet de faire un canal, vous voyez, de 2400 km pour développer toute une zone d'agro-industrie, de développement rural, agro-industriel, etc. Donc, en partant du bassin du Congo. Je pense que je dois accélérer. Oui, d'accord. Bon, juste pour conclure. Voilà, vas-y, mets la fin. Voilà, ça c'est l'image de l'Afrique avec les yeux du futur. Juste pour conclure, c'est-à-dire que tout pays qui se développe doit commencer par une révolution infrastructurelle. Je pense que l'Afrique doit commencer par cette révolution infrastructurelle. C'est pour ça que le projet de l'Union africaine est très intéressant et doit être soutenu. La deuxième chose que doit faire l'Afrique, et certains pays ont déjà commencé, c'est la révolution manufacturière. C'est très important que l'Afrique puisse transformer ses matières premières sur place pour avoir justement de la valeur ajoutée et puisse justement payer elle-même ses propres projets. Et ça, ce sera la deuxième révolution. Et je citerai juste un pays qui s'appelle le Kenya. J'ai toutes les informations sur mon site si ça vous intéresse, qui vient de lancer un programme qui s'appelle Manufacturing, Big Manufacturing. Et donc, un programme complet pour... que j'avais quelque part, de toute façon. Voilà. Bon, je l'ai perdu. Enfin bref. C'est pas grave. Enfin, c'est un programme de manufacture. Transformer le cuir, la papeterie, le coton, faire des vêtements pour les gens sur place, etc. Qui ne s'est pas importé. Il y a des pays africains qui importent du textile et des vêtements. Je veux dire, on marche sur la tête. Voilà. Donc, il y a ces deux révolutions qui sont en cours. Et ce qu'amène l'initiative Une ceinture, une route, c'est cette dynamique. C'est pas que la Chine contrôle tout. Aujourd'hui, la Chine, avec les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, ont créé une banque des BRICS. Ça représente les 3/4 de l'humanité. Et une banque de développement des infrastructures, la BA2I, Banque d'investissement dans les infrastructures. Il y a plus de 70 pays qui participent dans cette banque. La France en fait partie. C'est une sorte de nouveau FMI, si vous voulez, mais dédié aux infrastructures. Donc voilà, et là, le Togo, justement, vient de rejoindre cette banque. Il y a 3 pays en Afrique qui sont dedans. C'est le Maroc, le Togo et l'Algérie, je crois. Donc, qui ont rejoint ce nouveau Fonds monétaire international dédié aux infrastructures. Et donc, disons, l'initiative, ce qu'on présente dans ce rapport de l'Institut Schiller va bien au-delà des routes de la soie. C'est vraiment l'industrialisation et le développement du monde, ce qui n'a pas été fait depuis trop longtemps. Donc voilà, je dois conclure, donc je m'arrête là. Mais on pourra revenir sur les détails si vous voulez.